Elle aurait pu être ministre du Logement ou même première ministre, mais elle a finalement préféré rester à la tête de son entreprise. À 60 ans, Véronique Bédague a un CV impressionnant, passé par le Fonds monétaire international, le fameux FMI, le ministère de l'économie ou encore les bureaux de la ville de Paris. Elle est finalement devenue la directrice de cabinet de Manuel Valls lorsqu'il était encore Premier ministre. Elle était d'ailleurs la première femme en France à occuper ce poste. Aujourd'hui à la tête de Nexity, le premier promoteur immobilier en France, elle doit naviguer entre crise du marché immobilier et défis environnementaux. Aujourd'hui, pour Civilisation, Véronique Bédague, la PDG de Nexity, répond à mes questions. Il y a un problème de logement dans ce pays, voilà. Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi? La faute à qui, Véronique Bédague? C'est insensé. Oui, c'est insensé. Bonjour Véronique Bédague. Bonjour Gaspard. Ma première question est simple. Est-ce que vos salariés sont inquiets? Écoutez, je pense que c'est tout le secteur immobilier aujourd'hui qui est inquiet, puisqu'il a connu un choc d'une ampleur extrêmement importante. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les promoteurs, mais ça concerne toutes les entreprises du BTP, les architectes. On a vu les déménageurs, on a vu ceux qui posaient les cuisines. Donc, c'est tout le secteur de l'immobilier aujourd'hui qui est inquiet. En même temps, si je vous emmenais dans les couloirs de Nexity, aujourd'hui, c'est pas cette inquiétude-là que vous ressentiriez d'abord. Elle est sans doute là, mais c'est vraiment plutôt l'esprit combatif. Nous sommes une entreprise engagée, une entreprise combattante. C'est plutôt cette énergie du combat que vous ressentiriez si vous étiez dans nos couloirs. Si je vous pose cette question, c'est parce que vous aviez annoncé plus tôt dans l'année un plan social pour le départ de 502 salariés de votre entreprise. J'aimerais comprendre ce qui vous a conduit à prendre cette décision. Eh bien, le marché de l'immobilier, du logement neuf, il s'est replié de 40% en l'espace de 18 mois. Donc nous, on était gréés pour, au fond, produire 20 000 logements par an. On en produit aujourd'hui 14 000 après la crise. Donc il faut que je, au fond, reformate mon entreprise pour ces nouveaux marchés et pour ces nouvelles tailles de marché. En préparant cette interview, Véronique Bédague, et en discutant avec mon entourage, j'ai réalisé que les questions de logement, au fond, c'est pas si facile que ça. C'est pas limpide pour tout le monde. Et on a parfois du mal à comprendre les différents acteurs, les différents rôles. Alors, avant de rentrer dans le cœur de cet entretien, on va vraiment creuser des sujets de fond. Je vous propose qu'on rappelle quelques notions simples pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qu'on comprenne exactement de quoi on parle. Donc, je vais vous poser des questions très courtes et je vous invite à faire des réponses très courtes. Ça vous va? Je vais essayer. C'est quoi Nexity? Nexity, c'est le premier opérateur immobilier français, premier promoteur bas carbone français. Pour moi, c'est extrêmement important. Et plus généralement, ce que nous, on tente de faire, c'est d'être auprès des maires et des habitants pour les aider à construire et à reconstruire la ville. Ça veut dire quoi, un promoteur immobilier? Alors, un promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui construit donc des projets immobiliers. Il faut qu'il trouve un terrain pertinent, il faut qu'il construise un projet avec des architectes, avec des entreprises. Il faut qu'il fasse valider son projet par les élus locaux. Il faut qu'il dépose un permis de construire. Ensuite, il faut qu'il coordonne tous les corps d'État pour construire et il faut qu'il commercialise. Alors, je suis un peu longue, Gaspard. Oui, vous êtes parce plus que longue tout que... le monde... Oui, mais ça. tout le monde pense que c'est un métier facile. Eh bien, c'est un métier très complexe. C'est un métier vraiment passionnant, mais c'est un métier complexe. À part vendre ou louer des logements, qu'est-ce que vous faites chez Nexity? On fait de l'aménagement urbain, très important. On construit et on conçoit d'abord des quartiers de ville. Et puis aussi, on est en exploitation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit, on reste présent et on exploite. On parlera, j'imagine, tout à l'heure des résidences étudiantes avec Studéa ou du coworking avec Morning ou Uptown. Donc, on est aussi exploitant. C'est quoi la première source de la crise immobilière qu'on traverse actuellement en France? Les taux d'intérêt sont passés on empruntait à peu près 1% il y a 18 mois. Aujourd'hui, en début d'année, on était plutôt à 4%. Pour vous donner un ordre de grandeur quand même, 100 000 euros à 1%, vous remboursez 460 euros par mois. 100 000 euros à 4%, vous remboursez plus de 600 euros par mois. Vous voyez la différence. Donc, tous nos acheteurs ont subi une perte de pouvoir d'achat comprise entre 25 et 30%. Comment on décide justement de l'emplacement de ces nouveaux logements en France? Ça, c'est une excellente question. C'est de la responsabilité d'abord des élus locaux. Vous savez, il y a un plan qui s'appelle le plan local d'urbanisme, qui est vraiment concerté avec les habitants, où au fond, les élus, le maire dit voilà comment je vois la ville de demain, où je vois des services et où je vois des logements. Donc c'est vraiment une décision politique avant tout. C'est quoi votre définition de logement social? Le logement social, c'est un logement qui est sans doute le plus abordable du marché. Pour qu'on se donne également des ordres de grandeur, quand vous louez dans un logement social, votre loyer est d'environ 30% inférieur au loyer du marché. 30%. Oui. Et ça concerne aujourd'hui à peu près 17% des Français. 17% des Français aujourd'hui sont logés dans du logement social.
Merci Véronique Bédague pour ce petit résumé. On y voit un peu plus clair, j'espère, pour celles et ceux qui découvrent aussi ce sujet du logement qui est complexe. Au programme de cet entretien, on va parler donc de politique, évidemment. On va regarder ce qui sort quand on tape Nexity sur Google. Mais d'abord, on a reçu quelques messages vocaux de jeunes qui se posent des questions, certains abonnés. Alors je vous propose tout de suite qu'on écoute le premier. Hello Gaspard. Moi, mon problème, c'est que je dois déménager à Lyon pour mes études, sauf que j'arrive pas à trouver de logement abordable là-bas. Du coup, j'hésite à renoncer à l'université qui m'a acceptée pour vivre dans la ville de mes parents. La recherche de logement, chaque année, c'est une galère pour beaucoup d'étudiants. Le loyer, d'ailleurs, c'est le premier poste de dépense des Français, sauf qu'il augmente constamment. J'ai ce chiffre, plus 3,26% en France par rapport à l'année dernière. Comment est-ce qu'on fait pour proposer plus de logements étudiants à des prix décents ? Cette première intervention, moi, c'est vraiment ma révolte. Ça fait vraiment 2 ans. La rentrée dernière, je m'étais exprimée. Je trouve qu'aujourd'hui, un étudiant dans notre pays ne doit pas avoir à renoncer aux études qu'il a envie de faire parce qu'il ne trouve pas de logement. Ça ne va pas du tout. Alors, donc, comment on fait qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il y a évidemment tous les logements sociaux du Crous. Ça concerne 6% des étudiants. C'est très peu. Nous, on joue notre rôle. Chez Nexity, on est exploitant. 125 résidences étudiantes. On loge à peu près 17 000 étudiants. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui pour les étudiants, c'est surtout que la plupart des étudiants se logent dans le parc privé. Ils cherchent des studios ou des T2. Aujourd'hui, sur ces studios ou ces T2, dans la pénurie de logements qu'il y a, ils sont en concurrence directe avec des gens qui décohabitent ou des gens qui rentrent dans la vie active mais qui ont des salaires. Et donc, les bailleurs préfèrent, au fond, ces candidats-là. Et donc, si on se parle de solutions, qu'est-ce qu'on peut amener ? Est-ce que, par exemple, l'encadrement des loyers, qui ne concerne pas simplement les étudiants, mais comme on peut le voir à Paris, à Lille, à Lyon, vous y êtes favorable, par exemple ? L'encadrement des loyers, moi, je pense que c'est utile pour vraiment écarter toutes les situations qui sont vraiment inacceptables. Mais au fond, bloquer les loyers sans bloquer le prix du foncier ou sans travailler le prix du foncier, c'est très ennuyeux parce que vous diminuez la rentabilité de l'investissement en logement. Et aujourd'hui, la rentabilité de cet investissement en logement pour des étudiants ou pour des familles, elle est tellement faible qu'elle se réduit, que vraiment le parc se réduit. Merci Véronique Bédague, j'espère que Lucie y voit un peu plus clair. Pour continuer notre interview et pour en savoir un peu plus sur votre entreprise, évidemment, j'ai tapé Nexity sur Google pour voir un petit peu quels sont les résultats. Et qu'est-ce que ça donne ? Et les résultats ne sont pas exactement ce qu'on attend. Voici ce qui sort en premier. Nexity, crise du logement. En tant que premier promoteur immobilier en France, vous êtes bien sûr affecté par cette crise. Peut-être un chiffre pour celles et ceux qui nous regardent. Entre fin mars 2023 et fin mars 2024, il y a la construction de 283 200 logements qui a été lancée en France, hexagonale. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Selon une étude de la Fédération des promoteurs immobiliers réalisée en 2023, il est nécessaire de construire chaque année 447 000 logements pour combler le manque, et ce pendant 10 ans d'affilée. Du coup, je me demande pourquoi on est bloqué dans cette crise du logement. Est-ce que c'est à cause des maires qui ne donnent pas assez de permis de construire, des promoteurs immobiliers qui ne veulent plus construire ? La faute à qui, Véronique Bédague ? Alors, c'est la faute à qui ? J'ai envie de dire, c'est la faute à tout le monde. Ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, c'est que quand même l'État montre le cap. Ce qu'il n'a pas fait, on va se le dire. L'État a dit, il n'y a pas de problème de logement. Bon, il n'y a pas de problème de logement, il n'y a pas besoin de cap, on est bien. Non, il y a un vrai problème de logement. Ce qui me rassure, c'est qu'Emmanuel Macron a quand même dit, on s'est trompé sur le logement des jeunes. C'est un peu tard parce qu'il l'a fait au lendemain de la dissolution. Donc, il y a une prise de conscience. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà besoin d'un cap. Par exemple, dans quelques semaines, dans quelques jours, on va sortir une grande campagne où on a travaillé avec des partenaires. Le partenariat, c'est très important, avec une banque en l'occurrence. Et pour les personnes les plus modestes qui ont accès au prêt à taux zéro, la banque avec laquelle on travaille, qui est le LCL, et nous-mêmes, on va faire les efforts qui vont bien pour faire que, au fond, la mensualité de la personne qui emprunte va être à peu près équivalente au loyer qu'il aurait dans le privé. En préparant cette interview, je suis aussi tombé sur cet extrait d'une interview que vous avez donnée à France Info fin avril. Je vous propose qu'on écoute. Il y a effectivement une crise conjoncturelle qui est, vous l'avez dit, liée à l'augmentation des prix des travaux. C'est plus 18% en 2 ans suite à la guerre en Ukraine. Et puis, évidemment, la crise de la demande aujourd'hui. Mais au fond,
quand on sortira de la crise, le marché sera très différent. Quel est l'impact justement de la guerre en Ukraine aujourd'hui sur cette crise du logement qu'on traverse ? La crise en Ukraine, elle a eu 2 effets qui se sont succédés, qui ont été vraiment très compliqués pour des entreprises comme la nôtre. Il y a un premier effet, vous vous en souvenez, guerre en Ukraine, toutes les chaînes logistiques s'effondrent, les prix augmentent. Un peu partout et sur tous les produits. Du matériel, du le matériau. carrelage. D'abord, il y a des ruptures de stock. Je me souviens, pendant quelques semaines, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on achetait pas mal de carrelage en Ukraine. Ce que vous m'auriez demandé, je ne vous aurais pas dit ça naturellement. Donc, des ruptures de stock, donc des chantiers qui durent plus longtemps. Et puis, une augmentation des coûts, parce que, par définition, les producteurs qui demeuraient, qui n'étaient pas ukrainiens, eux, ils faisaient monter les prix. Et donc, en l'espace de 18 mois... on s'est pris effectivement 17% d'augmentation des coûts de travaux. Les coûts de travaux, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la moitié du prix d'un appartement. Vous achetez un appartement, la moitié du prix, c'est les travaux. Donc déjà, c'était très important. Et puis, quand le prix des matières premières a commencé à se calmer après, un peu, la Banque centrale européenne dit « Oh là là, l'inflation est arrivée, il faut une politique monétaire beaucoup plus restrictive ». Et elle a monté ses taux extrêmement rapidement, puisqu'on est passé quasi très, très vite de 1% à 4%. Donc, la guerre en Ukraine a vraiment eu un effet déclencheur très important. Bon, et j'avais envie de vous parler aussi d'un autre sujet. Sur Google, on tombe aussi sur Nexity, réhabilitation énergétique. Dans une tribune parue en mars dernier dans Le Monde, une vingtaine d'acteurs associatifs s'inquiétaient du fait que 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique. Concrètement, ce sont des familles qui ont des factures qui explosent, voire même parfois qui ne peuvent pas se permettre de mettre le chauffage. Cette situation doit tous nous alerter. Alors j'aimerais comprendre ce que fait Nexity pour accompagner ces familles les plus précaires. Alors les familles les plus précaires, ça c'est une histoire très particulière à Nexity en tant que promoteur. Moi je me souviens, donc je suis rentrée chez Nexity il y a près de 8 ans. Et lors de ma 2e assemblée générale, une assemblée générale c'est une assemblée avec tous les actionnaires, petits, gros. Et mon prédécesseur, le fondateur de Nexity, arrive en disant, voilà, cette année, je vais vous proposer une partie de l'activité en non-profit. Vous imaginez ce que c'est dans une entreprise cotée à la bourse. Hein. Et il dit, nous sommes des constructeurs de villes, des rénovateurs de villes, des transformateurs de villes, et on ne peut pas construire de villes si tout le monde n'a pas accès au logement. Et donc, on va faire notre part. Et dans une activité non-profit, on va faire des maisons de famille. Alors, les maisons de famille, ce sont des maisons que l'on construit, sans marge, qui est acheté par un opérateur. On a vraiment beaucoup de contrats avec plein de très grands opérateurs de ces maisons de famille. Et aujourd'hui, il y en a 8 d'ouvertes et 26 qui sont en cours de construction. C'est très émouvant de visiter une maison de famille. Donc ça, nous, on en est très fiers. On les propose toujours. Alors, c'est à la décision du maire. Mais nous, dès qu'on a des projets un peu importants, on propose toujours une maison de famille. Sur la question de la précarité énergétique, il y a évidemment la question sociale à laquelle vous venez de répondre. Il y a aussi évidemment cette question environnementale. Et pour ça, Véronique Bédague, j'ai été interpellé à ce sujet par un de mes abonnés. Je vous propose qu'on écoute son message vocal. Salut Gaspard, comme beaucoup de jeunes je pense, je suis assez inquiet pour l'avenir de notre planète. Je sais qu'on doit baisser notre consommation d'énergie. La question que je me pose, c'est est-ce que les futurs immeubles seront plus écologiques ? En effet, 82% des Français déclarent être préoccupés par le changement climatique. Vous avez lancé une expérimentation, par ailleurs, à Lyon, que je trouve hyper intéressante, donc j'aimerais vous en parler, dans le quartier Confluence, où vous construisez actuellement un immeuble qui promet 26 degrés l'été et 22 l'hiver, sans climatisation et sans chauffage. Il devrait être prêt en 2025. Et quand je vois combien me coûte mon chauffage à Paris, j'aimerais bien habiter dans cet immeuble. Sans blague, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites cette magie ? Alors peut-être dire que nous, on est vraiment très engagés sur ces sujets-là. On a une trajectoire 1,5 degré. On est plutôt en avance sur nos objectifs. Et l'exemple que vous donnez à Confluence est un excellent exemple. Alors, ça a l'air un peu exotique. On va juste se dire à peu près tranquillement qu'aujourd'hui, donc c'est Baumschläger qui fait ça et Berlet, c'est un très bel architecte. Ça existe, ces bâtiments-là existent en Suisse, ils existent en Autriche. Donc là, c'est un premier essai. Pour la petite histoire, c'est tellement différent des constructions habituelles qu'on n'est pas sur un permis de construire, mais sur un permis d'innover. Ça a 2 caractéristiques. On retrouve des modes de construction traditionnels, c'est-à-dire des murs épais avec de la circulation d'air. Et puis, juste ce qu'il faut de digital pour ouvrir, fermer les portes, utiliser les chauffages. Aujourd'hui, là, il y a des lumières qui sont autour de nous qui chauffent le studio. Vraiment utiliser tout cela pour respecter
l'amplitude de température. Alors chez nous, cet immeuble-là, on l'a appelé essentiel. Essentiel. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, on ne met dans cet immeuble que ce qui est strictement essentiel. C'est aussi comme ça qu'on fait baisser les coûts. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Une forme de minimalisme, finalement, qui va bien avec l'époque. Je pense que ça va un peu dans le sens de l'histoire. Et honnêtement, c'est beau. Et moi, j'ai envoyé mes équipes plusieurs fois avec des thermomètres. Enfin, vous auriez vu ça. Parce que pour vérifier le... Oui. Ils y sont allés en pleine canicule. Ils y sont allés en plein hiver avec un thermomètre. Ils m'ont fait des photos. Donc, ça marche. Mais ça n'a pas du tout vocation à être plus cher qu'autre chose. Et vous avez raison, surtout en termes de consommation et de charges pour les ménages, ça va quand même être beaucoup moins important. Donc, sur le temps long, on peut s'attendre à ce que Essentiel soit un premier prototype d'une gamme... Ah oui, ça a vocation. D'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui me disent « Bon, Véronique, tu peux venir voir, est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez moi ?» Donc oui, évidemment. Maintenant, Véronique Bédag, je vous propose de défendre l'indéfendable. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais commencer une phrase, et ce sera à vous de la terminer. Voici donc ma première phrase. Partir en vacances grâce à des plateformes de location comme Airbnb, c'est vraiment très... sympa si on a des échanges avec des hôtes. Donc si je vous pose la question, c'est parce que je suis tombé en effet sur un article, des graphiques que certainement vous connaissez, qui recense le nombre d'annonces Airbnb qui sont rattachées à des personnes qui louent plusieurs biens en même temps, ce qu'on appelle des multiloueurs. On voit que leur nombre a explosé en 6 ans, entre 2017 et 2023. Donc il y a une explosion de ces multiloueurs, et j'aimerais comprendre, selon vous, quel rôle joue Airbnb ou ce genre d'acteurs dans la crise du logement aujourd'hui ? En réalité, je pense que les acteurs, ils répondent toujours à des signaux économiques. Donc en somme, comme les règles du jeu sont hyper permissives, elles ne sont pas permissives, elles ont de fait donné un avantage économique aux locations en Airbnb. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais donc là, on est sur le constat, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut retravailler la politique du logement, il faut re-regarder. D'ailleurs, Elisabeth Borne, à la sortie du CNR, avait dit on va refonder toute cette fiscalité du logement. Il y a Édouard Philippe qui a dit il y a 3 semaines, c'est incroyable à quel point cette dissolution a éclairci les idées de plein de monde. Il a dit mais vraiment cette fiscalité sur l'immobilier, c'est insensé. Oui, c'est insensé. Enfin, c'est pas depuis 15 jours. Donc retravaillons-la. Je vous propose une nouvelle phrase. Se mettre en télétravail pour travailler depuis chez soi, c'est vraiment... une facilité. Je pense que c'est une facilité parce que honnêtement, ça nous aide à régler plein de sujets. Et puis, il y a des fois, 1h du matin dans le métro, vous êtes mieux chez vous, vous êtes plus dispo. Parce que c'est très, très bien le télétravail quand vous avez une pièce en plus, en plein Paris, ou je sais pas, ou dans une résidence secondaire. C'est un peu moins bien quand vous avez, comme beaucoup de Français, un logement un peu plus petit où vous n'avez pas vraiment d'endroit où vous pouvez vous installer. Donc, c'est très inégalitaire. Et moi, je crois que pour une entreprise, si on veut créer l'esprit, moi, je vois bien qu'en ce moment, nous, on est au combat et on est au bureau. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a besoin d'être ensemble, en fait. On a besoin de... Et puis, quand on crée la ville, c'est compliqué de créer la ville en Teams. Moi, ça, c'est un truc... Alors, c'est peut-être ma génération, mais même les jeunes, je vois bien, ils ont besoin d'être autour, d'échanger, d'avoir une idée, d'être sur un plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça doit être un équilibre. Et selon cette étude de la Banque de France, entre 2020 et 2022, soit en 2 ans, le taux d'occupation des bureaux a baissé de 5,4%. Est-ce que donc, ces immeubles de bureaux, comme on les connaît, par exemple à La Défense, à Paris, vont être amenés à terme, selon vous, à disparaître ? Il y a des immeubles qui sont en train de pivoter. Nous, par exemple, on est en train de livrer un immeuble, une petite tour, à Puteaux, qu'on a complètement transformé, résidence étudiante et résidence pour jeunes travailleurs. Donc, qui hier était un bureau. Hier était un bureau, ça s'y prêtait très bien, donc ça on l'a fait. Moi, je pense à La Défense probablement, il y aura des activités plus mixtes. C'est un peu d'hôtel, peut-être un peu de logement aux endroits qui s'y prêtent, du bureau, du coworking, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est plutôt, je pense, dans cette mixité-là, que va évoluer un quartier comme celui de La Défense. Supprimer le ministère du Logement, c'est devenu complètement... inutile puisque Bercy a repris la main. Si on supprime le ministère du Logement, qui s'occupe de cette question du logement, justement ? Moi, j'avais milité il y a quelques années pour qu'on ait plutôt un ministère de la ville. Parce que ministère du Logement, ça se termine toujours par des sujets hyper techniques, vous l'avez dit vous-même. On finit par perdre un peu le cap parce qu'on est dans tellement de choses techniques compliquées que voilà, ça devient des techniciens.
Le pouvoir sur la politique du logement, je pense que ça va choquer personne, a été complètement repris par le ministère des Finances, voilà, avec les conséquences qu'on a vues d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que l'État, évidemment, se préoccupe de politique de logement, mais dans une vision plus large de comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on soutient, comment est-ce qu'on incite les élus locaux à faire une ville attirante où les gens ont envie de vivre ensemble. Vous savez, la raison d'être de Nexity, c'est la vie ensemble, j'y tiens beaucoup. Comment est-ce qu'on crée les conditions de cette vie ensemble? Quand on les crée, les gens adorent ça. Et moi, de tous les contacts que j'ai eus ces 4 dernières années avec les députés et les sénateurs, cette compréhension du problème de la politique du logement, elle est là au Parlement. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, ils ont vécu des campagnes électorales, ils savent très très bien que les gens ont des problèmes pour se loger. Vous avez un passé politique très important dans votre carrière. Est-ce que vous attendez un appel là d'Emmanuel Macron possiblement? Ah non, pas du tout. Non. On ne vous verra pas ministre du Logement dans les prochaines années? Non. Merci Véronique Bédag pour cet échange. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si cet échange vous a plu. Il y en aura plein d'autres à suivre. Ça va, je vous ai pas traumatisé? Tout va bien. Merci Gaspard. C'était une première fois sur YouTube. Merci Véronique Bédag. Merci.